Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles bien entendu. Aujourd'hui, Bien dans son job, on s'intéresse à l'ennui au travail. Bah oui, vous êtes peut-être gagné par cet ennui. Comment lutter contre ce phénomène, ce mal qui ronge? On en parlera à travers un sondage et on en parlera aussi avec Étienne Lescaron, le CEO d'Elevo, qui est une plateforme justement de la performance. On fera le point avec lui sur cet outil. Le Rex du mois, comme chaque mois, avec Frédéric Fougerat, le directeur de la communication de la RSE du groupe Foncia. Et nous parlerons de son prix. Bah oui, il a été élu première personnalité la plus importante parmi 100 personnalités selon le magazine Forbes. On fera le point avec lui dans quelques instants. Le cercle RH, comment recruter et attirer les jeunes? On les appelle la génération Z. On en parle avec des experts du recrutement et le vice-président RH de McDo France, le plus gros employeur chez les jeunes. On fera le point avec lui dans quelques instants et on terminera avec Fenêtre sur l'emploi. Picard, vous connaissez cette marque évidemment, renforce un peu plus encore sa marque employeur pour attirer des talents. On en parlera à la fin de notre émission. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, facile à dire, parfois on n'est pas bien dans son job, parfois on s'ennuie, parfois on trouve le temps long parce qu'on n'a plus de sens finalement au travail que l'on fait. On en parle avec Étienne Lescaron. Bonjour Étienne. Bonjour. Vous êtes cofondateur et CEO d'Elevo. Alors Elevo, on va parler de votre entreprise, 30 collaborateurs, plus de 30 collaborateurs. 30 collaborateurs aujourd'hui. Avec du recrutement dans l'air, parce que je crois que vous allez doubler vos effectifs. Exactement. En 2022. Elevo a remporté en septembre dans la catégorie Talent Management la cartographie Akoya 2021 et une levée de fonds en octobre dernier, 6 millions, de manière à redonner comme ça plus de dynamisme. C'est quoi Elevo? En quoi elle aide les RH et les managers? Alors notre vision chez Elevo, c'est un monde du travail plus humain au bénéfice de tous. Et donc plus concrètement, Elevo, c'est une plateforme cloud et on aide plus de 200 entreprises aujourd'hui à réinventer leurs pratiques de management dans un objectif de réengager les salariés. On va parler de l'outil, puisque c'est de la tech, cette entreprise de tech, mais quand même, quand vous allez voir un client, il faut quand même bien écouter, bien comprendre comment est organisée l'entreprise. Ça, c'est important, c'est la première étape, finalement. Exactement, c'est la première étape. Et chez Elevo, en réalité, depuis les équipes commerciales jusqu'aux équipes d'accompagnement client, on a une très forte expertise en fait, sur ces thématiques-là. Et donc, au-delà d'une plateforme logicielle cloud, on a aussi une vocation de conseil auprès de nos clients. Alors, il y a un sondage Opinionway, si je ne m'abuse, sur l'ennui au travail. Alors, c'est intéressant parce que j'imagine que cette question-là vous est posée lorsque vous voyez vos clients. Ils vous disent, mais on a des collaborateurs, en un mot, qui ne sont plus engagés. Comment vous l'expliquez, ce phénomène de cet ennui au travail? Exactement. Ouais. Donc, notre étude, elle montre qu'on a plus de 9 Français sur 10 qui considèrent qu'on s'ennuie au travail. Et donc, il y a une forme de léthargie qu'on sent qui s'empare du monde du travail. Et donc, les raisons, elles sont d'une part, en effet, dans la perte de sens des salariés. Pourquoi je travaille? C'est inutile. Et la seconde, c'est une forme de monotonie dans les tâches. Peu de changements. Donc, en réalité, les personnes considèrent que voilà, on s'ennuie dans son job. C'est immobile, ça ne bouge pas. Un chiffre qui lui aussi, je trouve assez incroyable, quand un collaborateur s'est désengagé, cela a un coût pour l'entreprise, un coût moyen de 12 500 €. Exactement, on peut mesurer ça par la perte de productivité, en réalité, qui est due à ce désengagement. Donc il y a un enjeu pour vous de pouvoir permettre le réengagement. Comment vous expliquez à l'entreprise, vous avez des collaborateurs qui s'ennuient, vous leur dites quoi? On va les réengager? C'est ça. Donc en fait aujourd'hui les entreprises, quand elles sont conscientes de ce problème-là, du désengagement, de l'ennui, donc là il y a deux solutions. Il y a d'une part d'aller du côté du divertissement, faire des salles de jeu au travail, organiser les verres entre collègues, ce qu'on appelle le team building, toutes ces choses-là, mais c'est à l'extérieur du travail. Et après, notre métier chez Elevo, c'est plutôt de changer le travail, la manière de travailler, le dynamiser, afin que justement les salariés ne s'ennuient plus, qu'elles aient une meilleure expérience en réalité dans leur job. Donc il y a le volet très pratico-pratique, on est loin de la tech, quand vous dites à un de vos clients, déjà aménager des salles un peu sympas, créer des espaces un peu de rencontres, créer quelque chose quoi. Ça c'est la première solution, exactement. C'est quasiment, pas besoin d'ordinateur là. Pas besoin d'ordinateur, c'est assez facile en réalité, parce que c'est autour. En réalité, ce qui vraiment a de l'impact, c'est être à l'écoute de ces salariés, c'est leur donner plus d'autonomie,
c'est leur proposer d'évoluer, des mobilités internes, c'est leur proposer des formations. Et donc c'est sur toutes ces thématiques-là que nous, on vient intervenir chez Elevo. Il y a un rapport aussi à l'entretien annuel. Là aussi, parce que ça, c'est un élément RH qui est très important. C'est un round classique. On va parler augmentation de salaire, bien-être, formation, enfin tous les sujets. Même si d'ailleurs il y a 2 entretiens pour être précis, hein, la négociation salariale et puis l'entretien annuel. Là, les salariés disent qu'ils sont seulement 15% à le qualifier de très utile et 44% à le juger inutile. Quel levier vous avez là sur ce sujet-là ? En réalité, c'est vrai qu'aujourd'hui dans les entreprises, l'entretien annuel d'évaluation, c'est notre spécialité d'ailleurs chez Elevo, il est considéré comme un rituel avant tout administratif. On coche les cases, il y a une revue salariale, alors qu'en réalité, l'entretien annuel, il devrait être un moment justement d'échange pour parler de la carrière du collaborateur, de son évolution, etc. Et donc nous, on aide les entreprises, d'une part, à rendre le moment plus agréable. Grâce à notre plateforme, on va guider les managers et le collaborateur pour mieux se préparer. Et ensuite, on va aider les entreprises à prendre de meilleures décisions suite à ces entretiens-là. Au-delà juste des augmentations, c'est lancer de nouveaux projets, c'est des mobilités internes, ce genre de choses. On va fluidifier en fait la communication autour de ces entretiens dans un objectif de réengagement, de motivation des collaborateurs. Donc Étienne, si je comprends bien, Elevo, je dirais c'est à double tête. Il y a à la fois du conseil, de l'accompagnement, je dirais très technique, très verbal, et puis il y a quand même la plateforme tech, on va en parler, puisque vous allez recruter. J'imagine que vous ne participez pas aux entretiens annuels, ce sont des conseils que vous donnez en amont au RH. Exactement. Et qu'est-ce qu'il fait ? Vous lui donnez des outils ? Comment ça se passe concrètement ? C'est ça, ensuite c'est une plateforme cloud, et donc on va digitaliser en réalité les questionnaires de préparation des entretiens, typiquement, et puis ensuite les collaborateurs et les managers ont un guide qui est en général beaucoup plus vivant, avec des questions qui va les aider à beaucoup plus aller dans la discussion et dans le creux du sujet, pour que ces entretiens soient vraiment fructueux en réalité. C'est intéressant parce que finalement on pourrait croire que le RH naturellement a le sens des questions, trouve la petite question un peu perso qui va amener un petit peu de relâchement. Non, en fait, globalement, ça ne se passe pas comme ça. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est rigide, quoi. D'une part, les équipes RH et les logiciels RH historiques, d'ailleurs, ont été conçus avant tout dans une démarche de gestion administrative. C'est la paye, les congés, les entretiens rien annuels. D'humain, quoi. Les entretiens annuels sont comme un module supplémentaire de ces outils et de ces pratiques, mais qui sont administratives. Nous, on arrive avec vraiment une solution spécialiste qui vient en complément des logiciels SIRH traditionnels et qui est vraiment centré sur l'engagement maximal pour les collaborateurs. Enfin, ça veut quand même dire que le RH ou ses équipes qui font les entretiens doivent s'emparer de l'outil quand même. Hein. Bien sûr. Il faut quand même qu'ils cliquent sur le bouton pour les lire, les questions. Hein. On est d'accord. Donc on travaille avec des équipes RH qui sont extrêmement dynamiques, qui ont envie de mettre en place des choses, et donc nous on est leur allié pour redynamiser toutes ces thématiques. Je précise, et on va parler concrètement d'Elevo, c'est qu'on s'ennuie moins dans les PME pour clore ce sondage. Les grands groupes donnent l'impression d'étouffer le collaborateur parce qu'il ne sait plus trop où il habite. Exactement. La PME, on a le sentiment d'être un peu plus près du patron, d'être un peu plus dans l'opérationnel. Est-ce que c'est un peu ça l'idée ? Oui, tout à fait. Dans les grandes entreprises, en fait, on a un manque d'attachement en réalité avec la société, qui peut être un mastodonte. Et en plus, les tâches, comme c'est plus processisé, les tâches sont plus monotones. Donc, ces 2 effets font qu'on s'ennuie plus dans les grandes entreprises. Oui, c'est ça. On se sent un peu écrasé par cette espèce d'immensité et on est dans le vide. Les recrutements, concrètement, ça dit quoi ? Parce que c'est quand même pas rien. Une entreprise qui a 30 collaborateurs, basée à Paris, et disséminée un peu partout en France, d'ailleurs, puisque la tech permet aujourd'hui d'emmener son ordinateur où on veut. Vous allez doubler vos effectifs ? On va doubler nos effectifs, exactement, notamment dans la partie équipe technique, parce qu'en réalité, donc nous, comme je le disais, notre historique vient de la digitalisation et de la modernisation des entretiens annuels, mais il se trouve que là, depuis 2 ans, on a de fortes demandes de la part de nos clients pour aller sur d'autres sujets, que sont la formation. D'ailleurs, on sort une nouvelle offre, là, en ce moment même, dans le domaine de la formation. Ça va être les parcours de carrière, ça va être également la montée en compétences. Et donc, toutes ces thématiques-là, on va les développer, les inclure sur notre plateforme cloud. Et donc, c'est dans cette démarche-là, notamment, que l'on a besoin de recruter. C'est quoi ? Des ingénieurs, des développeurs ? Exactement. En grande partie des ingénieurs, des développeurs. Et on va également étoffer les équipes commerciales et accompagnement client, parce qu'on compte doubler une nouvelle fois le nombre de clients l'an prochain. Et donc, on va recruter des personnes pour travailler avec tous ces nouveaux clients. Quand vous dites accompagnement, les femmes et hommes de chez Elevo, ils se déplacent dans l'entreprise. Pourquoi ? Stabiliser le cloud, mettre en place la procédure. C'est quoi l'accompagnement, il est uniquement centré sur les pratiques RH et les pratiques de management. Donc c'est vraiment du conseil plutôt dans les processus, dans le contenu des entretiens, ce genre de choses. Un tout dernier mot sur cette nouvelle offre de formation. Pourquoi vous la rajoutez ? Parce que vous avez senti ce besoin des entreprises de former, de replacer les collaborateurs dans un parcours de formation ? Exactement. Donc on a ressenti un très fort besoin sur un segment très
particulier de la formation qui est comment je collecte les besoins de formation de mes collaborateurs. En fait, il y a des organismes de formation qui existent, il y a des logiciels qui existent, mais comment est-ce que je réconcilie, comment je fais en sorte que le bon collaborateur reçoit la bonne formation? Et ça, aujourd'hui, les équipes RH, en réalité, le font sur des fichiers Excel ou un petit peu à la main, par échange de mails. Donc, en fait, on va faire une offre qui va permettre de beaucoup mieux optimiser tout ce processus-là. Les deux fondateurs, vous et votre associé Thibaut Villon, vous venez quand même, il faut le préciser, des entreprises Google, Apple, et puis Criteo et Workforce pour votre associé. Exactement. Vous êtes des acteurs de la tech. Tout à fait. Merci Étienne Lescaron. Elevo qui double ses effectifs. Allez donc jeter un œil pour ceux qui sont dans la tech. Il n'y a que des développeurs ingénieurs pour chercher ou il y a du... On cherche également dans les équipes commerciales, les équipes, ce qu'on appelle Customer Success, donc accompagnement client. Accompagnement client, plus de 30 collaborateurs chez Elevo, qui est une entreprise qui se développe à vitesse grand V. Merci Étienne Lescaron. Merci. CEO et cofondateur, vous l'aurez compris, parce qu'il y a aussi Thibaut qui est avec vous dans l'aventure. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Tout de suite, mais c'est le Rex du mois avec Frédéric Fougera, évidemment, qui a quand même reçu un prix, et pas n'importe lequel. Le Rex du mois vous est présenté par Foncia. Le Rex du mois avec Frédéric Fougera, le directeur de la communication et RSE du groupe Foncia. Nous, on est fiers chez Smart Job d'avoir accueilli chaque mois Frédéric Fougera, parce que Frédéric, on va voir d'ailleurs ce classement. Vous avez reçu, donc vous êtes la première personnalité dans un classement sur 100 personnalités dans la communication, on est bien d'accord, et ça a été décerné pas par n'importe qui, par Forbes, qui est souvent une référence. Comment on reçoit ce type de prix? On est fier, on est un peu déboussolé, ça fait quoi? C'est un peu le César des communicants quand même. César des communicants, je ne sais pas. Bonjour Arnaud pour commencer. Oui, on est fiers, on est content. On pense à la valeur que ça représente. On pense à l'image de l'entreprise. Du coup, on représente d'une belle façon. Et on encadre le classement peut-être? Les gens autour de vous qui vont être fiers de ça, fiers de travailler à vos côtés, et fiers que l'entreprise soit joliment mise en avant par ce type de classement. Oui, c'est ça. C'est pas rien le classement Forbes, parce que souvent il fait référence quand même dans les classements. Ça fait très longtemps qu'il y a ce classement. Est-ce que ça peut, et vous l'évoquiez, vous l'avez évoqué, est-ce que ça peut avoir un impact justement très concrètement sur l'image employeur, Frédéric? Alors, j'ai envie de dire oui et non, mais vous allez me dire que je commence souvent mes réponses par oui et non. Vous allez descendre dans le classement si vous continuez. de façon générale, les prix, quand une entreprise ou le collaborateur d'une entreprise reçoit un prix, ça peut avoir un effet bénéfique pour l'image de l'entreprise, à la condition que le prix ait une forme de crédibilité. Donc ça dépend du prix, ça dépend de qui vous le remet, ça dépend aussi un peu de sa médiatisation. Mais si c'est un organisme sérieux, s'il y a aussi une méthodologie, une transparence sur la façon dont est adressé le prix, parce que si c'est un prix un peu fait du prince, t'es un copain, je te fais un prix, du coup, c'est ridicule. Forbes, c'est sérieux. Alors Forbes, évidemment, quand on dit Forbes, tout de suite ça calme, oui, effectivement. Et en l'occurrence, il y a une méthodologie transparente et assez complexe et très claire, qui a été partagée pour présenter les résultats de ces classements partagés par Forbes il y a une semaine ou deux. Quelques petites explications, parce que très sincèrement, moi j'ai pas reçu de prix par Forbes, enfin je vais me battre pour essayer d'avoir quelque chose, mais comment on va chercher le prix, comment ça se passe, comment les choses s'organisent, et puis même la méthodologie, parce que quelque part vous êtes devenu à travers ce prix l'ambassadeur du groupe, au-delà de votre titre de directeur de la communication et de la RSE. Vous avez écrit des livres, on en a parlé. Il y a une forme d'ambassade dans cette action aussi. Alors déjà, il y a deux façons de recevoir un prix. Il y a le fait de postuler pour un prix, d'envoyer une candidature. Il y a un véritable, en France, comme partout dans le monde d'ailleurs, il y a un véritable business du prix. Oui. C'est pour certains médias d'ailleurs, c'est une source de revenus importante. Donc il y a un business du prix où on invite des gens à postuler, à déposer leur candidature, moyennant un
un certain budget. Après, on peut revenir sur la valeur ou pas. C'est pas parce que le prix la candidature est payante que le prix n'a pas de valeur. J'ai des exemples qui prouvent bien le contraire. Ouais. Et puis il y a aussi les récompenses ou les prix qui ne font pas appel à des candidatures. En l'occurrence, c'est le cas de Forbes. Forbes ne vous demande rien, ne vous demande pas de postuler. Et c'est eux, d'ailleurs, pour les Big Boss. Les Big Boss, c'est un think tank qui réunit des décideurs et c'est un entremetteur de décideurs. C'est cette association Big Boss et Forbes qui ont décidé de distinguer les 100 personnalités les plus influentes dans leur univers. Donc, moi, c'est pour la communication. Il y avait également le digital marketing, l'IT, le RH et la finance. Et là, c'est eux qui ont décidé d'un algorithme, si on peut dire, d'une méthodologie où on note les personnes qui sont les plus présentes sur certains réseaux sociaux, celles qui ont le plus d'engagement, les personnes qui sont... on note leur niveau de diplôme. Alors moi qui suis autodidacte, ça commençait mal pour moi sur la méthodologie. Ça, c'est un élément intéressant. C'est-à-dire que malgré le fait que vous soyez autodidacte, vous avez réussi à passer premier. C'est-à-dire qu'il y a un autre item. En fait, il y en a nombreux. Vous avez évoqué la publication de livres. Est-ce que vous publiez des ouvrages ? Est-ce que vous avez une présence médiatique importante ? Quel est votre référencement sur Google ? Donc voilà, j'en oublie, mais il y a un certain nombre de catégories comme celle-ci qui font qu'à la fin, ça donne une note et ça permet d'établir un classement. C'est la méthodologie qui a été choisie par Forbes et qui est assez... j'ai envie de dire qu'il est assez honnête, évidemment, elle m'est favorable, alors je la trouve plutôt honnête, mais il y avait quand même plusieurs critères qui m'étaient très défavorables. Est-ce que vous êtes présent dans des agences de conférenciers, par exemple ? Je ne le suis pas. Donc là, j'avais 0 sur cette partie-là. Vous savez, vous avez cartonné sur d'autres items, notamment votre présence sur Internet, sur le fait que vous communiquez beaucoup. Et ma présence sur Bismart. D'ailleurs, je n'osais pas vous le dire, finalement, on est un petit peu pour quelque chose dans ce prix Forbes. Ça y participe. Évidemment, vos présences mensuelles sur notre plateau, c'est un vrai plaisir. Vous l'avez dit, une fois, bien sûr, vous n'êtes pas informé de cet algorithme et de l'enquête entre guillemets qui est menée sur vous. Tout ça vous échappe. C'est seulement le jour du prix que vous un petit peu avant quand même. C'est un tout petit peu organisé. C'est un peu avant le jour du prix où je pense que les 5-10 personnes les plus haut placées dans le classement sont approchées et notamment pour s'assurer qu'éventuellement elles vont être présentes pour pas qu'on remette le prix dans une salle de 500 personnes. C'est ça. Et qu'il n'y ait personne qui monte sur la scène. Vous voyez que je n'étais pas loin des Césars, donc vous avez été appelé donc par un modérateur, un animateur, et puis votre nom a retenti comme la première personnalité. Vous montez les marches. Alors on vous dit pas que vous êtes le premier, non. Mais si on vous invite, c'est que vous avez un prix. Voilà, on vous laisse comprendre que ça serait quand même bien que vous soyez là. Vous avez votre patron, qui est d'ailleurs venu sur notre plateau, le patron du groupe Francia. Vous avez des équipes et vous êtes sur scène. Qu'est-ce que vous avez dit ? Qu'est-ce qu'on dit dans ces moments-là ? Alors en fait, on m'a demandé ce que représentait pour moi l'influence. Puisqu'il s'agissait de prix où on vous présente comme un influenceur, ce que je ne ressens pas être. Je n'ai pas le sentiment d'être un influenceur. Je comprends bien que je compte dans notre profession, que ma voix... votre parole est écoutée. Voilà, que ma parole peut être écoutée. Je n'ai pas le sentiment d'être un leader d'opinion qui ait permis de faire bouger des lignes. Donc je ne me sens pas influenceur. Et j'ai expliqué que pour moi, l'influence, qui n'avait rien de nouveau d'ailleurs, j'ai utilisé le terme leader d'opinion. Avant, on parlait de leader d'opinion, des journalistes, des scientifiques. C'est Internet qui a donné le mot influence. Voilà, c'est le mot moderne, mais pour une fonction qui existe déjà. Et je pense qu'aujourd'hui, avec les moyens de communication qui existent et qui permettent à tout le monde finalement d'exister médiatiquement, alors on peut être influenceur, c'est seulement sur un ou deux sujets à un moment donné auprès d'une communauté donnée. Et j'expliquais que par exemple dans la salle, il y avait peut-être des gens qui avaient 5 ou 10 millions de followers sur un compte et qu'on ne connaissait pas forcément parce qu'on n'était pas du tout la cible de leurs actions. Oui, donc il faut savoir... une forme de modestie dans ce que vous dites là. Pas de modestie, non. Il faut relativiser. Voilà, il faut relativiser et être raisonnable. Il ne faut pas s'imaginer que tout d'un coup, on est la personne la plus importante du pays. C'est loin d'être le cas. Et ensuite, il y a, j'imagine, un petit pot, en tout cas un petit moment de convivialité avec les collaborateurs, parce qu'on vient vous voir, on vous dit bravo Frédéric. Enfin, pour le groupe, c'est pas rien quand même. Alors on a envie de fêter ça, mais les conditions du moment n'ont pas permis de le faire. Mais il se trouve que dès le lendemain, on a reçu un autre prix qui était celui on a reçu de l'or au Grand Prix stratégie du sport, pour la campagne de promotion que Foncia fait avec le Racing 92 exact. Et toutes les activations qu'on peut faire autour du à domicile. C'est ça. On en avait parlé d'ailleurs. Donc du coup, c'était une bonne semaine où il y avait un certain nombre de choses à fêter. Donc effectivement, c'était sympa pour Foncia. C'est ça. Hein, alors non,
ça, c'était le Grand Prix Stratégie du Sport. Et EPOCA, c'est 2 prix qu'on a reçus de 2 années consécutives. Donc cette année et l'an dernier, où EPOCA et avec Harris Interactive ont déterminé les entreprises qui avaient la communication la plus crédible. Et on a eu la chance d'être à 2 reprises sur le podium. Et vous les rangez où, tous ces prix? Dans l'armoire Foncia? Enfin, il n'y a plus de place, quoi. Si, il y a de la place. Il y a toujours de la place. En tout cas, quand même, pour résumer, vous en faites quoi maintenant de ce prix? D'ailleurs, ça ressemble à quoi, le prix Forbes? C'est quoi? C'est un anneau de verre avec une pastille rouge au milieu. Que vous avez posé dans votre bureau? Qui est dans notre bureau, oui. Il faut que tout le monde chacun puisse en profiter. Ce prix ne revient pas qu'à moi. Hein. La communication, c'est du collectif. Donc il revient à tout le monde. Il faut que tout le monde puisse le voir et en profiter. Et vous allez continuer sur votre lancée, j'imagine. C'est-à-dire dans la façon dont vous regardez, vous interpellez tous les sujets autour de la communication. C'est ce que vous faites finalement. Mais si de l'extérieur, on trouve que le travail qui est fait chez Foncia est le bon, on sera ravis d'être reconnu à nouveau à d'autres occasions pour ce travail. Mais écoutez, Frédéric, on a été très fiers de vous accueillir. Donc je le redis, premier prix. Donc première personnalité sur 100 personnalités du monde entier, faut-il le préciser? Non, en France. 100 personnalités de France. Ah oui. C'est déjà pas mal. Et là, c'est un peu comme le Miss Monde. Partez, montez. Mais c'est exceptionnel. Et ensuite, il y a le côté Miss Monde. Je ne sais pas s'il y a le prix univers au monde. Le prix univers de la communication, c'est déjà bien en France. Hein. Mais bien sûr, évidemment. On est ravis. On se retrouve dans un mois, si tout va bien. Exactement. Vous ne pourrez pas nous apporter le prix, évidemment, sur le plateau, parce qu'on aurait bien aimé voir à quoi ressemblait ce prix. C'était un vrai plaisir, Frédéric Fougerat, de vous accueillir, directeur de la communication et de la RSE au sein du groupe Foncia et en quelque sorte l'ambassadeur de ce groupe à travers vos actions et vos prises de parole. Merci. On fait une toute petite pause et on va s'intéresser à la génération Z. Tiens, ce sont les jeunes. On essaie de les recruter, on essaie de les attirer, mais ils n'ont pas tout à fait peut-être le même rapport au travail que leurs aînés. On va en parler évidemment avec des experts, mais aussi avec le vice-président en charge des ressources humaines chez McDo France, le plus gros employeur chez les jeunes. On fait le point avec eux juste après cette pause. Le cercle RH, le débat quotidien de Smart Job. On va parler aujourd'hui de... Alors on en a souvent parlé de cette génération Z, ces jeunes dont on dit qu'ils cherchent plus de sens que de négocier finalement leur salaire ou un titre hiérarchique. Ils cherchent du sens, ils cherchent à s'engager. Et c'est un vrai sujet évidemment pour les entreprises et pour les recruteurs parce que... Ils ne savent pas trop comment les attraper, comment faire finalement pour les engager et leur donner envie d'entrer dans la carrière, comme dit la chanson. On en parle avec des experts et puis des acteurs de cette question. Hervé Baron, merci d'être avec nous, vice-président RH de McDonald's France. McDonald's France, c'est le plus gros employeur pour les jeunes. Oui, de jeunes en France. On a à peu près 30 000 générations Z en permanence dans nos équipes, dans nos 1500 restaurants. Oui, c'est ça. Inclusion, diversité, on en parlera parce qu'il y a aussi ce débat qui est très important. Il y a eu un sommet de la diversité à Bercy il y a quelques jours au ministère qui posait cette question de comment prendre sa place dans l'entreprise. Et on en parlera avec vous. Vous faites partie de ces entreprises qui justement permettaient cette inclusion et cette diversité. Et puis à vos côtés, Julien Vérich, merci d'être avec nous, Julien, directeur senior page personnelle ou page personnelle. Page personnelle. Page personnelle, je peux le dire comme ça? À l'anglaise. À l'anglaise, on va essayer. Et vous vous occupez donc dans ce business unit justement des juniors. Quand on dit junior, c'est quoi les juniors? C'est quel âge? Pour nous pour vous? Parce que pour moi, c'est le sport, on a 16 ans, quoi. Alors, les juniors sur des cadres, on va dire jusqu'à 27, 28 ans. C'est ça, voilà, qui démarre à 20, 27, c'est les 20, 27? Oui, les 20, 27, on va dire. Et on va avoir une troisième invitée. Vous les rangez dans la catégorie Génération Z? Ah, on n'a pas le choix. Selon la classification, en tout cas, c'est ça. Vous n'avez pas le choix. Voilà. Élodie Gentina, merci d'être avec nous. Vous n'êtes pas physiquement avec nous, mais c'est un plaisir de vous accueillir virtuellement. Docteur en sciences de gestion et professeur de marketing à l'IESEG, School of Management. Et vous avez écrit un livre, justement, sur cette génération Z. Génération Z, j'aurais retrouvé le titre de votre livre. Il est sorti chez Duno, des Z consommateurs aux Z collaborateurs. Vous l'avez coécrit avec Marie-Ève Delécluse, sorti en 2018 chez Duno. Tiens, je vous donne la parole à vous, parce qu'il y a des acteurs qui travaillent avec ces... Pourquoi avoir décidé d'écrire un livre sur cette génération Z? Et qu'est-ce que c'est exactement que cette génération Z? Apparemment, il y a une nomenclature. Alors en fait, j'ai voulu écrire un livre parce que c'est vrai qu'il y a pas, on lit beaucoup de choses dans la presse, mais c'est une génération qui est faite de sources d'aspiration très contradictoires et c'est important de les comprendre
Et j'ai voulu les comprendre d'un point de vue d'abord sociétal, dans la société, leur rapport à la consommation, pour ensuite mieux comprendre comment ils vont fonctionner dans l'entreprise demain. Et ils sont déjà en train de rentrer dans l'entreprise aujourd'hui. Donc cette génération, ça rassemble tous les jeunes qui sont nés après 1995. Plutôt que de génération, je préfère parler de digital native. C'est tous ceux qui sont nés après et pendant la 4e révolution numérique. Alors, sans me moquer d'eux, parce que moi je commence à être un ancien, c'est ceux qui ont le nez sur Instagram du matin au soir, sans plus jamais regarder la télévision et en étant en permanence connectés, c'est ça, c'est bien ça. Les digital natives, ouais, alors qu'on dit Insta, il y en a plein aujourd'hui, hein, même Facebook, c'est has-been maintenant pour eux, hein, ils sont sur d'autres types de réseaux sociaux, Snapchat, Insta, Twitter, enfin voilà, il y a plein de réseaux, et attention, voilà, ils sont très digitaux, bien évidemment, mais on verra tout à l'heure quand on décrypte leur comportement qu'ils ont vraiment besoin aussi de relations face-to-face, et les relations authentiques, l'authenticité, c'est aussi quelque chose qui les marque. Alors, avec mes invités en plateau, qui sont à la fois des acteurs et aussi des experts, parce que quand on est acteur d'un sujet, on en devient un peu l'expert. Plus gros employeur McDo chez les jeunes, donc vous les fréquentez, vous les recrutez, cette génération Z. Quelle définition vous apporteriez pour compléter ce qu'a dit Élodie ? C'est une génération qui a très envie d'être tout de suite en situation, au travail, pour apprendre, et au travail, pas à côté de leur vie personnelle, mais dans leur vie. Dans leur vie. Ils ont une vie et il y a des moments de plaisir, il y a des moments de travail, il y a des moments d'apprentissage. Et pour eux, toutes les frontières qu'on a pu construire avant, avec des connexions, etc., le deux mondes à part entre le pro et le perso, c'est pas du tout quelque chose dans lequel ils se reconnaissent. Rassurez-moi, il m'est arrivé évidemment de fréquenter des restaurants McDonald's. Il y en a combien 75 000 Alors oui, il y a 75 000 personnes sous enseigne sur les 1500 restaurants en France. Oui. Ils n'ont quand même pas Instagram et TikTok en train de faire les frites, rassurez-moi, parce que c'est peut-être des digital natives, mais enfin il faut quand même les faire. Effectivement pas leur smartphone en main pendant le service, mais dès qu'ils ont fini, paf, on les voit se reconnecter, c'est clair. Et ça, j'allais dire, c'est rentré dans les mœurs. C'est rentré dans les mœurs et ça ne les déconnecte pas de leurs collègues parce que, comme le disait madame, en fait, plus ils sont connectés, plus on a le sentiment qu'ils ont le besoin aussi de face-to-face, de contact, et ils recherchent dans nos restaurants cette relation, ils sont entre eux. Avant le service, après le service, ils vont boire un coup, ils vont sortir ensemble, ils vont, alors quand les conditions sanitaires le permettent, oui, en boîte, etc. Mais ils sont doublement connectés à leurs outils. Effectivement, le smartphone, c'est le prolongement de leurs mains, mais aussi très dans l'échange entre eux. Mais dans des petites, alors je ne sais pas si le terme, je ne sais pas si madame me corrigera, mais un peu dans des tribus, dans des petites communautés. Ouais, ils sont vraiment dans des petits collectifs et ils ont beaucoup de connexions hors digitales. Comment vous les regardez ? Parce que vous les recrutez, c'est votre cible, ces jeunes. Vous évoquiez tout à l'heure les juniors, donc jusqu'à 27 ans. En quoi ils sont différents de la génération d'après et de ma génération qui est née sans Internet ? Puisque je pense que ce qui se distingue entre eux et moi, c'est que moi, quand je suis né, jusqu'à mes 30 ans presque, ou 25 ans, je n'avais pas Internet. C'est ça la différence. Moi, je dirais qu'il y a deux aspects. Il y a un aspect de temporalité qui n'est pas du tout la même que la vôtre, que la mienne, que celle de M. Baron, etc. Il y a un côté consumériste, zapping. Il faut l'information tout de suite, il faut la traiter tout de suite, mais on peut la zapper assez vite et passer à autre chose. Donc il y a un premier aspect, et puis un aspect effectivement communautaire. Vous disiez tribu, un peu clanique. On se crée des réseaux, on se crée des groupes. On se rassure, on se protège. C'est quoi l'idée un peu psychologique? C'est plutôt on communique. On interagit, on échange. On rejoint un groupe à un instant donné, on le quitte 6 mois plus tard pour en rejoindre un autre, etc. etc. Mais vous êtes un recruteur, c'est quoi les méthodologies? Parce que vous avez forcément approfondi cette question, il y a des mots-clés, il y a des manières de présenter les choses, il y a une manière de dire les choses. Comment on fait, j'allais dire, pour attirer ces jeunes sur le marché de l'emploi? Alors oui, nous qui recrutons pour nos clients, aujourd'hui, on a pris l'habitude de demander à nos clients qu'est-ce qu'on met en avant. Bah oui. Expliquez-nous comment on met en avant McDonald's, ouais. comment on met en avant Thales, L'Oréal ou autre. Donnez-nous les clés de lecture, qui seront les clés de lecture finalement de cette génération. Puisque vous parlez de McDonald's, comment on met en avant? Qu'est-ce qu'on dit aux jeunes pour leur dire? Parce que on va y revenir, il y a une petite pénurie en ce moment d'emploi et ça touche paradoxalement même McDonald's, parce qu'il n'y avait jamais eu de souci de pénurie. Comment on fait là? C'est quoi les mots-clés pour faire venir quelqu'un Il n'y a pas forcément un mot-clé. Chacun a ses mots-clés. Un style? Il y a un style, il y a un côté agile. Si effectivement on leur explique l'organisation hiérarchisée à 153 niveaux à l'ancienne, jamais ne viennent. Ils veulent plutôt de l'horizontalité. Plutôt de l'horizontalité, exactement. Si on leur explique que dans 5 ans, leur job sera le même, c'est perdu.
Alors c'était le cas pour nous effectivement, par le passé, mais c'est encore plus vrai aujourd'hui. Donc en fait, il faut leur montrer À cause que... de l'immédiateté, à cause d'Internet, à cause de jeux Exactement. zap, quoi. Le côté routine, dans leur esprit, vient très très vite, beaucoup plus vite que la génération précédente. Élodie Gentina, vous êtes consommateur, excusez-moi, parce que effectivement, on les a beaucoup critiqués, ces jeunes, en disant, mais après tout, ce sont juste des slasheurs consommateurs, ils zappent, ils prennent, ils jettent. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Parce qu'on voit aussi chez eux, et notamment, je pense à Greta Thunberg, qui est finalement un peu dans cette génération Z, des militants, des gens engagés, des gens qui lâchent rien sur l'écologie. Enfin, c'est pas aussi simple que ça, non? Exactement, c'est pas aussi simple. Et là, vous mettez justement en avant des clichés. Et souvent, quand on parle d'eux, on dit voilà qu'ils sont rebelles, slasheurs, zappeurs, qui remettent constamment en cause l'autorité. Et pourtant, c'est beaucoup plus contradictoire. Ils ont vraiment des aspirations qui sont contradictoires. Oui, ils sont digitaux, et comme tout à l'heure, vous l'avez dit, et pourtant, ils ont besoin de face-to-face. Un des premiers critères qui, demain, fait qu'ils ont envie de rester dans l'entreprise, par exemple, c'est l'esprit d'équipe. Leurs collaborateurs, c'est leur tribu, c'est leurs copains. Ils deviennent même plus fidèles aux autres qu'à l'entreprise. Donc, il faut prendre un peu de hauteur pour les comprendre, et c'est pas si simple que ça. La crise de la Covid-19 a suscité aussi pour eux des questionnements très profonds et un peu je dirais un sentiment d'urgence sur toutes ces questions liées à l'écologie, à l'environnement, au bien-être, à la volonté d'être heureux demain dans l'entreprise. Donc on passe aussi d'une fidélité négative à une fidélité positive. Si on reste dans l'entreprise, c'est parce que je m'y sens bien, je suis heureux, j'ai pas un job qui est une routine, et l'entreprise d'aujourd'hui et de demain doit être une école apprenante dans laquelle on apprend, on partage, on renouvelle ses compétences. En fait, vous êtes assez aligné dans ce que vous dites, la notion de tribu, le fait qu'on est ensemble, qu'on mêle finalement vie privée, vie professionnelle, qu'on a besoin finalement de se tenir chaud, d'être ensemble, et aussi d'avoir la marque McDo, parce qu'il y a aussi cette idée d'appartenir à une entreprise. Sur la qualité du travail, parce qu'il y a aussi un autre sujet. Certains chefs d'entreprise sur ce plateau nous disent on a des jeunes qui ne sont pas formés, qui sont mal formés, qui ont appris un peu de travers. On est tous des parents, enfin je ne sais pas, mais on hurle parfois, mais arrête de regarder ton téléphone, essaie d'ouvrir des bouquins. Enfin, qui ne l'a pas dit? Qui ne l'a pas dit? Est-ce que la qualité de travail, est-ce que ce qui est produit, finalement, la productivité, elle est au rendez-vous? Ou est-ce que vous dites, bah oui, Internet, c'est aussi un peu le défaut, quoi. On voit plein d'images, on voit plein de trucs, mais ça ne marche pas. C'est pas simple, ma question, parce que... Oui, il y a de ça, et pour autant, c'est pas une génération qui a moins de compétences que les autres et que les précédentes. Ah, vous la sauvez, hein, vous voulez pas... Non, c'est que c'est vraiment une génération, et je trouve même que c'est extrêmement intéressant. Elle voit que ce qu'elle apprend dans le monde scolaire, universitaire, ne sera pas directement utilisable. C'est terrible ce que vous dites. Ça veut dire que ce qu'ils apprennent ne leur sert pas à grand-chose. C'est vrai. Et c'est vrai. Et donc, ils sont très en recherche, Élodie, si vous permettez, disait de l'entreprise apprenante. Ouais. Et donc, ils veulent vraiment trouver dans l'entreprise ce qu'ils n'apprennent pas ou ils n'ont pas appris dans leurs études. C'est tragique. C'est tragique, et pour autant, pour des organisations et des entreprises comme la nôtre, qui sont des entreprises par excellence apprenantes, McDo, il y a entre 2, 4, voire 5 formateurs par restaurant. Et on peut grandir. Hein. Et on grandit, et on apprend du premier jour jusqu'au jour où le projet étant réalisé, le choix de vie étant fait, les jeunes veulent à un moment donné nous quitter, mais ils sont vraiment dans cette logique de l'entreprise. C'est dans l'entreprise que je vais apprendre, et c'est pas dans mes études. Que je vais apprendre et que je vais grandir. Que je vais grandir, que je vais me développer. Ouais. En me faisant plaisir. Et c'est peut-être ça la différence. C'est-à-dire qu'on a eu des générations qui pouvaient être je m'accroche, j'apprends, je gravis, etc. Là, c'est j'apprends, je travaille et je veux me faire plaisir en même temps. Et ça n'est pas incompatible. Vous avez raison, c'est ça. Vous êtes d'accord? Moi, je trouve ça assez tragique. Peut-être que je suis vieille France, mais je veux dire, passer 10 ans ou 12 ans sur les bancs d'école et s'apercevoir qu'à la fin, ce qu'on a appris, on apprend plus quand on est chez McDo, sur les relations humaines, sur le travail. Ça n'a pas changé. Enfin, c'est un gâchis. Ça n'a pas changé. Ça, c'est toute génération confondue. Mais bien évidemment, vous voyez, à titre personnel, je suis sorti d'une école d'ingénieur. Est-ce que je savais être ingénieur à la sortie? Pas du tout. J'ai appris à apprendre. C'est mon cas personnel, mais je pense que c'est le cas de plein de gens. Et n'oublions pas qu'on parle quand même de jeunes diplômés, de jeunes. Qui peut se targuer aujourd'hui, en tant que jeune sorti d'école, d'être opérationnel tout de suite à T0? C'est vrai. Personne. Pas plus maintenant
qu'il y a 10 ou 15 ans. Donc, Je dans commence tous à les cas, vieillir, en fait, ce que vous me dites, quoi. Je commence à avoir un regard un peu de conflit de génération, parce qu'il y a un peu de ça aussi dans le regard qu'on porte sur cette génération Z. Même le recruteur, il faut quand même sentir cette génération. oui, oublions pas non plus que les recruteurs, les managers qui recrutent aujourd'hui ne sont plus issus de la génération c'est X, vrai. dont je suis issu et dont nous sommes issus, Tout à fait. mais la génération Y, Y. qui a déjà commencé à faire sa mue de son côté, qui a déjà changé un peu sa façon de voir les choses. Élodie, puis après on va parler très concrètement de vos recrutements, parce que je l'évoquais, mais il faut qu'on approfondisse l'idée qu'on peut progresser chez McDo, qu'effectivement on démarre à la base, et puis qu'ensuite on peut grandir. Cette génération Z, qu'on soit bien d'accord, je ne sais pas si vous l'avez expertisé sous cet angle, mais j'ai entendu, j'ai lu qu'elle ne souhaitait pas non plus forcément monter en grade, choper des titres, briller avec des médailles accrochées au revers du veston, mais qu'au contraire, il y avait plus l'idée de créer du sens, du lien. Est-ce que c'est celle-là, cette génération Z? Ce qui pose problème pour les managers, hein, parce qu'on leur propose de prendre des postes, et ils disent bah, « j'ai pas très envie en fait ». C'est exactement ça. Alors, si je peux me permettre, si je reprends une étude que j'ai menée auprès de plus de 2500 jeunes, donc je suis partie de l'adolescence de 15 ans, donc des lycéens jusqu'à 25-26 ans, je leur ai posé la question, dans 10 ans, comment tu te vois? Ça, c'est une question extrêmement difficile pour eux, parce qu'à plus d'un an, déjà, ils ont du mal. 65% d'entre eux m'ont répondu avoir une vie équilibrée, vie pro, vie perso, avant même de créer ma propre entreprise, gravir les échelons ou encore rechercher la sécurité de l'emploi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, pour eux, l'important, c'est plus réussir professionnellement leur vie, mais c'est réussir pleinement leur vie perso-pro, leur vie tout court. Donc, on voit bien que quand un recruteur leur pose la question « Mais dans 5 ans, comment tu te vois ?» Le jeune qui va être honnête va répondre tout simplement « Mais peut-être que dans 5 ans, je ne serai plus ici. » Chez vous. Cela ne veut pas dire que le jeune n'est pas motivé, mais c'est qu'il a une relation à l'avenir qui est complètement différente, une relation au bonheur qui est complètement différente, et il vit beaucoup plus dans l'instant présent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, dans l'entreprise, peut-être que la notion de métier, de CDI, c'est plus quelque chose qui les inspire, ce qui peut d'ailleurs beaucoup surprendre les autres générations. Comment un jeune peut-il refuser un CDI? Aujourd'hui, ils vivent en mode mission, ils ont besoin de plus de liberté, de plus de flexibilité, et ils ont besoin aussi de jobs dans lesquels ils vont sentir qu'ils ont un sentiment d'utilité publique. Oui, donc, par exemple, aussi, voilà, travailler 4 jours en entreprise, 1 jour dans une association, comme le fait l'association Vendredi, ou créer de l'entrepreneuriat avec des projets humanitaires en mode mission. C'est des choses qui leur parlent bien. Hervé Baron, il y a multitude de profils hein, dans les restaurants, que ce soit en Ile-de-France et en province, parce que vous avez beaucoup de restaurants. Alors, des restaurants en propre, des restaurants en franchise, enfin, je simplifie. Il y a quand même des profils incroyables. Il y a ceux qui vont grimper les échelons chez McDo, qui vont rester parce qu'ils s'y sentent bien. Et puis, il y a cette population de jeunes étudiants qui utilisent McDo comme un support, un appoint financier pour leur permettre de devenir ingénieur, médecin. Encore que la première année de médecine, il ne vaut mieux pas aller travailler chez McDo si on veut l'avoir. C'est ça le profil profil. Non, oui. Non, je parlais du travail qu'on doit faire en médecine. Mais ça n'est pas un problème parce que oui, c'est vrai que McDo, nous sommes une entreprise avec l'égalité des chances, la méritocratie, la progression. La diversité et de l'inclusion. La diversité, la promotion interne. Presque 90% de nos directeurs et directrices de restaurants ont commencé comme équipiers. Un gros quart des effectifs du siège de McDo a commencé en restaurant. J'ai au COMEX des collègues qui viennent des restaurants. Donc oui, il y a bien ça. Et pour autant, ça n'est pas incompatible avec des parcours beaucoup plus courts, des jeunes qui nous rejoignent, des étudiants juste pour leurs études, des jeunes pour financer un projet court terme. Je veux me payer 6 mois ou 12 mois de tour du monde, je viens bosser quelques mois, j'ai besoin de m'acheter une voiture et donc un de nos slogans, c'est qu'il y a forcément une opportunité pour tout le monde chez McDo, que ce soit pour une courte, une moyenne ou une longue période. Et j'aimais bien ce que venez comme vous êtes, c'est ça. Alors c'est venez comme vous êtes. Non mais c'est un peu ça que vous dites. C'est exactement ça. C'est ça, c'est. Et ils nous rejoignent en fonction de ce que nous sommes et de ce en quoi on peut leur être utile. Et il y a cette notion, mais plutôt positive, d'utilité réciproque, de gagnant-gagnant, à la fois dans leur intérêt personnel, mais aussi collectif. Ils considèrent, et c'est peut-être une des nouveautés, que l'entreprise, c'est le lieu où on s'occupe de leur bien-être à eux, et c'est le lieu où on fait bouger les choses. Ils ne croient pas trop à l'univers politique administratif pour faire bouger le monde. C'est tout à fait exact. Ils pensent l'État a disparu de leur vocabulaire. Et que les entreprises sont les endroits où on va faire bouger les choses. Et c'est la réalité concrète de leur vie. Et ils sont
très engagés dans les démarches de l'enseigne, de l'entreprise. Juste un tout petit mot, parce que je donne la parole à Julien. Il y a les recrutements, il y a la manière dont on les recrute, les techniques, parce que j'ai vu qu'il y a des techniques de simulation, des jeux, il y a du ludique. Ça, c'est les techniques. Mais cette communauté de jeunes, elle revendique, elle dit quoi, elle demande quoi, quel rapport elle a avec l'autorité. Vous voyez où je veux vous emmener, le rapport au père, le rapport à l'autorité, le rapport à sa liberté. 68, vous voyez, ça vous rappelle des choses. Voilà, ils sont où ces jeunes par rapport à ça? Ils sont très attachés à des règles simples, principales, à ce qu'on leur raconte une histoire et quelque chose de précis dans lequel ils se retrouvent. Pas qu'on leur raconte des histoires, les grands-messes, etc. Alors là, franchement, ça les saoule, comme on dit. Ça les saoule, vraiment. Exactement. Et ils sont très en recherche de ce petit univers, de ce petit collectif de travail. Et donc, c'est ce que le disait petit Julien tout à cocon, l'heure. c'est Voilà, ça. Et où le lien hiérarchique, alors ça peut leur donner des boutons. Ça aussi. La verticalité, ils supportent pas. Mais ces univers de proximité où on est ensemble, on a une mission On à faire, sur s'entraide une courte aussi. période, on s'entraide, c'est l'esprit d'équipe et où on est en collaboratif, en horizontal, ça leur va parfaitement bien. Et on se parle vrai. Et on se dit les choses telles qu'elles se sont, parle ce vrai. qui va pas, et il n'y a pas de faux semblants. Julien Vérich, quand même, encore une fois, vous allez penser que je suis une force de fausse publicité, mais j'ai un peu expertisé la manière dont vous gérez vos RH, et je trouve que c'est un sacré tour de force que de gérer autant de jeunes qui viennent d'univers très différents, des quartiers, avec des façons d'être très différentes, et de réussir ce tour de force à créer une unité, une dynamique, quand même. Oui, quand on parle d'agilité, vous savez, côté candidat, les managers doivent l'être également. Ils doivent s'adapter à tout type de public. Évidemment. Donc c'est 360 degrés, on s'adapte à des moins jeunes, à des plus jeunes, issus Et- de quartier, pas de quartier, etc. Et je m'autorise à une relation clientèle qui n'est pas toujours simple. C'est-à-dire qu'il faut aussi être adaptable, ouvert, comme il faut, commercial, commerçant. Tout ça n'est pas simple quand on a 20 ans. Je vous ai vu sourire, Élodie. Qu'est-ce qui vous fait sourire? C'est le côté, le rapport au père, l'autorité? Parce qu'on Oui, n'arrive pas à les exactement situer. ça. Ils ont renversé la table ou ils sont finalement prêts à se marier à 21 ans et à s'installer avec leur femme? Non, quand même pas. La notion d'engagement, la notion de mariage, souvent, C'est ça. ils l'utilisent plus vraiment. Et quand on parle d'autorité, oui, je souris parce qu'aujourd'hui, on passe d'une autorité de fait à une autorité relationnelle. Même nous, en tant que professeurs, et c'est pareil pour le leader, on devient plutôt des coachs. Ils ne vont plus respecter l'autorité de l'ancien parce qu'il est plus âgé, parce que non, C'est vrai. on va être sur une autorité. Le leader doit être empathique, doit être inspirant, doit devenir coach. Donc, ils ont quand même besoin énormément de feedback. Ils remettent en cause l'autorité, mais ça, c'est pas nouveau. Déjà, Socrate, Platon disaient, voilà, les jeunes remettent en cause l'autorité, mais je dirais plutôt qu'on est face à une crise de la crédibilité des porteurs d'autorité. Pour que le porteur d'autorité soit crédible, le porteur d'autorité doit être inspirant, empathique. Enfin, on va être vraiment sur une autorité beaucoup plus relationnelle pour ces jeunes-là. Donc on retrouve ce que vous avez dit, l'agilité. On est dans un monde qui est fluide. On apprend en dehors de l'école, on apprend en dehors des frontières de l'entreprise. Et le leader, ça va être pareil. La relation va vraiment être différente et beaucoup plus égalitaire. Comme les relations d'ailleurs qu'on a aujourd'hui dans notre société occidentale avec nos enfants. Oui, c'est pour ça que ça renvoie quand même à des choses qui sont très intimes. C'est la relation qu'on entretient avec nos enfants. Les enfants d'avant 68, ce n'étaient pas les enfants d'après 68 dans le rapport à l'autorité. Et tout ça a évidemment cheminé. Les techniques de recrutement, j'y reviens. Il y a une technique, ce qu'on appelle la simulation. Donc c'est quelque chose que vous connaissez bien. Ça concerne McDo, mais plein d'autres entreprises. Ça consiste à quoi? Comment ça marche là? Comment on fait avec ces jeunes L'objectif, c'est en fait de les mettre en confiance et de voir ce qu'ils ont dans le ventre. Dans le ventre. Cash. Oui, cash. Alors, dans le ventre, ça ne veut pas dire les torturer non plus en entretien. Surtout pas. Au contraire, c'est plutôt les mettre à l'aise, Ouais. que quelque part, Qui sortent quelque chose. qui sortent quelque chose, qu'il n'y ait pas qu'il y ait des aspérités, que ce soit pas lisse finalement, et qu'on sache qui on a face à soi, non pas forcément que en termes de collaborateurs, mais en termes d'être humain, D'être, de savoir-être. de valeur, de savoir-être. Voilà, dites-nous qui vous êtes, et on verra si ça va matcher ensemble. Mais je le redis, il y a quand même une possibilité pour les jeunes des quartiers qui sont parfois un peu exclus de l'univers du monde du travail pour mille et une raisons, parce qu'ils habitent la mauvaise rue, ils n'ont pas la bonne couleur, parce que... Et McDo leur donne leur chance, et c'est souvent leur premier job. Ouais. C'est ce qui leur donne confiance quand même. Leur premier job, leur premier tremplin, ouais. Là où ils sont reconnus, où ils peuvent s'exprimer et se développer. Vous savez, en France, pendant très longtemps, et je crois que c'est encore le cas aujourd'hui, Julien Ménard, le CV est un totem. Chez McDo, pas du tout. On recrute sans CV, on n'a pas besoin d'un CV. Dans un CV, on apprend finalement peu de choses. Et donc,
Et ça correspond bien aussi à leurs besoins d'immédiateté. Ils ont besoin d'un contact direct, face-to-face. Alors d'abord digital, parce que la première connexion, elle est sur le site Carrière. Et Elle viendra nous rejoindre un jour, Élodie, elle sera là un jour. Mais voilà, et donc ça va vite. Et ce qu'on recherche, c'est évidemment, ils n'ont pas d'expérience. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de compétences. Mais vous leur donnez leur chance. On leur donne les chances et on leur donne la possibilité d'exprimer leurs compétences. Et par rapport à ce que disait Élodie tout à l'heure, la compétence a remplacé l'ancienneté et la légitimité métier relationnel a remplacé l'autorité. Et dans un univers comme McDo, c'est pas une cascade de chefs, c'est des gens qui travaillent en équipe, dans une bonne ambiance. Et dans un restaurant McDo, ça peut paraître surprenant, mais c'est probablement un des derniers endroits en France où vous pouvez avoir un étudiant en Master 2 ou un ingénieur avec un jeune dont le parcours scolaire a été vraiment compliqué, une mère de famille, un artiste qui a besoin de financer. Ils sont plus sous le drapeau. Oui, ils sont sous Ronald. Mais c'est ça. Ils sont dans une communauté de travail qui leur convient, dans laquelle, oui, vous avez raison, il y a l'engagement long terme, c'est pas un truc qui leur parle, effectivement, se prononcer à 5 ans, même 12 mois. 12 mois, c'est beaucoup. Et donc, avec eux, on a une succession de réengagements réguliers. Alors, c'est pas un remariage, mais c'est un recontrat, mais c'est régulièrement, on se réassure réciproquement. C'est-à-dire que vous pilotez évidemment l'ensemble de la structure, mais les cadres intermédiaires sont en permanence obligés de leur dire on continue pas, ça te plaît pas, qu'est-ce que t'en tires ? Et c'est les restimuler en permanence, continuer à leur donner envie. Et c'est pas une génération qui rechigne à la responsabilité, et elle est prête à en prendre, mais pas se projeter dans oui, je fais ça parce que dans 5 ans, je pourrai avoir tel job ou tel job. C'est maintenant, tout de suite, qu'est-ce que ça m'apporte et comment je grandis avec ça. Avant de nous quitter, Élodie, juste un mot, vous avez pensé que je fais beaucoup de psychologie sur ces relations au RH, mais quand même, est-ce que cette espèce d'idée de tribu, d'être ensemble, de serrer les coudes, c'est aussi parce que le monde est très incertain et de plus en plus incertain, et que ces jeunes ont besoin de... Ou est-ce que je m'emballe un peu ? Non, mais de toute façon, ils vivent en réseau. Nous, le réseau, c'était une compétence qu'on cherchait à acquérir pour les autres générations. Eux, c'est quelque chose de complètement d'inné. Ils vivent avec leurs pères, ils vivent avec leurs copains. Par contre, le réseau, pour moi, c'est quelque chose qui se crée dans le réel. Le premier agent de socialisation, c'est la famille. C'est l'école. Et ensuite, le smartphone va permettre de prolonger la relation. Et si je reviens justement aux questions sur le recrutement, il y a plein d'innovations en matière de recrutement. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, le CV, on l'utilise toujours, mais peut-être que c'est un peu has-been face à l'obsolescence des compétences. Pourquoi ne pas leur dire, faites une vidéo de vous-même hyper rapide, et d'ailleurs c'est ce qu'a fait McDonald's avec Snapchat à un moment, et vous envoyez pour recruter des jeunes 10 secondes et vous vous présentez en 10-15 secondes qui vous êtes, faire des entretiens en collectif, des escape games, des business games dans lesquels ils peuvent être avec leurs collaborateurs, on retrouve l'esprit tribu face-to-face, on leur demande de prendre des vraies décisions et on les analyse dans la mise en œuvre de la stratégie. Donc on innove aussi dans les entretiens de recrutement, en lien avec ces générations, en lien avec les méthodes qui sont beaucoup plus agiles, beaucoup moins pyramidales, et l'importance du collectif. Un mot chacun. Merci Élodie, l'émission se termine. Ça consiste en quoi ? C'est une question qui peut nous prendre une nuit, mais c'est quoi votre mission, vous qui êtes à la tête de cette vice-présidence RH, en charge des RH, c'est quoi ? Comment on fait là ? C'est de créer l'unité, d'aider à fixer une ligne directrice commune. Cap. Un cap, mais au sens d'une direction où on va et où on s'ajuste en permanence à partir de nos atouts. Et c'est aussi de conserver l'ADN de l'enseigne, de cette entreprise extrêmement apprenante. 5000 formateurs en France, plus une équipe, un centre de formation au siège, qui accompagne 5000 managers par an en termes de formation. Donc voilà, ça reste notre ADN. Donc c'est cette stratégie-là qu'on porte au niveau de McDo France. Sacré tour de force, hein, ce travail d'accompagnement et le fait de faire grandir ces jeunes au sein d'une structure, une entreprise. Il y a une petite pénurie, on n'a plus le temps d'en parler, mais il y a une petite pénurie quand même. Hein. Une petite, oui. Toute petite chez McDo, plus importante ailleurs. Partout. Voilà, ça c'est le recruteur. Et Julien, par bassin d'emploi. Voilà. Et en fonction des régions, vous avez entièrement raison, puis il y a des régions où ça marche très bien. Julien Vérich, merci. Directeur senior page personnel, je l'ai mis en anglais, vous avez vu. Parfait. Merci à Hervé Baron d'être venu nous rendre visite, vice-président RH de McDonald's France, 75 000 collaborateurs salariés sous enseigne, tout confondu, nous sommes d'accord. Et merci à Élodie Gentina de nous avoir rendu visite virtuellement, docteur en sciences de gestion, professeur de marketing à l'IESEC School of Management, et ce livre, Génération Z, des Z consommateurs aux Z collaborateurs, édition Duno. C'est un vrai plaisir de partager ce débat avec vous. On termine
termine avec Fenêtre sur l'emploi. On va parler recrutement marque employeur avec Picard. Fenêtre sur l'emploi, pour terminer notre émission, on parle de Picard. Alors vous connaissez évidemment cette marque connue de surgelés, plus de 1050 magasins en France, et Picard recrute. On en parle avec Stéphanie Moulignot-Autier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la DRH de Picard. Alors c'est une marque connue, pas besoin de la présenter, encore que. Combien de collaborateurs Picard ? C'est environ 5000 collaborateurs en CDI. 5000 collaborateurs en CDI. Alors on arrive en décembre, doucement nous nous approchons des fêtes. 2 rounds de recrutement, vous en avez en septembre. Et puis là, vous accélérez de nouveau pour recruter. Pourquoi ces 2 rounds ? Pourquoi ce calendrier ? Comment ça s'est passé ? Alors Picard recrute tout au long de l'année, mais en effet avec ces 2 temps forts. Le premier correspond à la rentrée scolaire. Donc nous offrons de nombreuses offres d'emploi en CDI et à temps partiel. Et de nombreux étudiants peuvent nous rejoindre pour devenir vendeurs au sein de nos magasins, mais aussi soutenir leurs projets d'études. Ça fait écho d'ailleurs avec ce qu'on vient de se dire il y a quelques minutes. Exactement. C'est une entreprise qui permet, il faut quand même le dire, totalement, de pouvoir glisser ses études en travaillant tout en ayant un petit job. Voilà, marque citoyenne et ouverture auprès des étudiants, en effet. Et puis le deuxième temps fort, c'est cette période actuelle, c'est-à-dire de mi-novembre jusqu'à fin décembre, pour soutenir le pic d'activité en fait, de Picard. C'est 25% du chiffre d'affaires de Picard qui est réalisé sur cette période-là. Et là, nous avons besoin, en effet, de recruter des contrats à durée déterminée pour soutenir nos activités dans les magasins, mais aussi au sein de la livraison à domicile. Donc c'est aussi des métiers de vendeurs et de chauffeurs-livreurs. Et toujours, sur cette période-là, parce que c'est important aussi de les citer, c'est notre siège, en fait, nos collaborateurs du siège, qui viennent aussi prêter main forte pendant cette période-là auprès de nos magasins. Ils viennent 2 jours sur les semaines du mois de décembre. Voilà. Alors, on l'a évoqué tout à l'heure, mais c'est intéressant de le voir dans une entreprise comme Picard, près de 5000 collaborateurs, la DRH en première ligne. Quels sont les outils que vous utilisez ? Parce qu'on vient de l'entendre, il y a à la fois du CDD, des petits contrats courts qui permettent d'être des appoints quand on est étudiant, puis il y a des contrats dans lesquels on peut s'engager sur la durée. C'est la fameuse génération Z, puisqu'on en parlait. Comment vous faites pour leur donner envie de venir chez Picard ? Vous êtes une belle marque, donc le prestige de la marque joue. Tout à fait. C'est une marque positive, attractive, et en termes de méthode de recrutement, en fait, les soft skills sont aussi importants en fait que l'expérience professionnelle et que le diplôme. Donc, on cherche en effet un savoir-être, des valeurs communes comme l'esprit d'équipe, la prise d'initiative, l'agilité, la relation client, et c'est vraiment des critères différenciants dans nos processus de recrutement. Et comme au sein de nos magasins, c'est sur ces critères que nous recrutons, eh bien Picard en fait se doit de former les nouveaux collaborateurs. Donc on propose en fait un parcours d'intégration assez riche. C'est 4 modules de formation en présentiel, c'est aussi des capsules en e-learning. Et sur les modules de formation en présentiel, on a une formation assez phare qui s'appelle « À la découverte de Picard ». Ça se déroule sur 2 jours. Le collaborateur découvre l'histoire de l'entreprise. En physique ou en physique, en présentiel. Donc dans une petite salle, dans une salle de... Voilà, dans un atelier culinaire en plus, au 2e étage sur le site administratif d'Issy-les-Moulineaux. Donc le collaborateur découvre l'histoire de Picard, son fonctionnement, mais aussi découvre les produits. C'est-à-dire qu'il va les cuisiner, les goûter, et ça va lui permettre évidemment de les conseiller auprès de nos clientèles. Et ambassadeur de la marque quand il sera en magasin. Ambassadeur de la marque, exactement. Et ça permet évidemment tant ces méthodes de recrutement que ces parcours d'intégration qui se font pas à pas, comme une recette, eh bien, ça permet aussi l'inclusion au sein de notre entreprise. Parlons d'inclusion, diversité, inclusion, c'est aussi un sujet important. Comment vous gérez cette question ? Parce qu'on l'entendait tout à l'heure dans la marque précédente, très connue, c'est aussi l'occasion pour des jeunes de vivre leur première expérience professionnelle, c'est-à-dire de découvrir l'entreprise grandeur nature. Complètement. Donc c'est pour ça que ça nous a semblé important aussi de soutenir la Fondation Mosaïque pour l'organisation de son premier sommet d'inclusion économique qui s'est déroulé le 29 novembre. Et j'y étais aussi. Nous y étions ensemble. C'est vrai. Et c'est vrai que par ces méthodes de recrutement et par ces parcours d'intégration, eh bien, nous
sommes en faculté, en effet, de prôner l'inclusion au sein de notre entreprise. Le savoir-être, c'est important. Et souvent, ce qui bloque chez ces jeunes, venus des quartiers ou pas d'ailleurs, c'est le savoir-être. C'est la manière dont ils vont aborder le client, la manière dont ils vont frapper à la porte pour une livraison. Comment on travaille sur ce sujet-là? Parce que c'est un sujet fondamental. Le client vous dit, mais non, il n'était pas dans mes codes, pour le dire simplement. Comment on fait là pour les amener doucement à se transformer? Alors, il y a 2 niveaux. Il y a un niveau aussi, c'est comment on recrute sur ces compétences un petit peu comportementales et humaines. Donc, on se doit d'abord de former, évidemment, nos collaborateurs recruteurs. Donc, par exemple, chez Picard, on a fait un guide de recrutement. On propose des questions sur les 4 valeurs que j'ai pu citer tout à l'heure. C'est aussi des mises en situation. Et puis, le collaborateur, une fois qu'il intègre, en tout cas Picard, on s'en charge, on le forme. Donc, à la relation client, à la chaîne du froid, comment dire bonjour, en effet, auprès de nos clients, etc. C'est fondamental. Et c'est fondamental. Vous rentrez dans le magasin, il faut que quelqu'un vous salue. Exactement. On se charge du développement des collaborateurs au sein de Picard. Donc, ce qui permet aussi, par effet indirect, de transformer ce jeune qui arrivait un peu mal dégrossi. Complètement. Et qui va apprendre à nos côtés par exemple, ce qui va permettre aussi le développement de la mobilité interne, de la promotion interne, Donc puisque ça, c'est important. 67% de nos responsables de magasins sont issus de la promotion interne. Donc ça veut dire qu'ils ont été formés petit à petit et ont évolué au sein de nos magasins. J'ose pas vous poser la question, Stéphanie, mais est-ce que vous êtes confronté, comme tous les secteurs, à la pénurie, c'est-à-dire à la difficulté parce que vous lancez votre 2e salve depuis mi-octobre de recrutement, jusque décembre, puisqu'on l'aura compris, c'est jusqu'au fait. Est-ce que c'est compliqué aujourd'hui ? Alors, nous ne rencontrons pas ces difficultés. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle parce que Picard, en effet, c'est une marque forte, c'est une marque attractive. Nous sommes aussi l'enseigne préférée des Français. Et nous avons... Donc de leurs parents. Et de leurs parents, exactement. Donc nos clients sont aussi peut-être nos futurs collaborateurs. Oui. On se charge en effet du développement de nos collaborateurs et nous avons quelques indicateurs assez positifs. Dans le sens où notre turnover est de 19,3%. Chiffre essentiel. Soit chiffre essentiel, oui. Soit un tiers de moins quand même que la moyenne de la distribution, qui est estimée à peu près à 30%. On a une rémunération qui est attractive. C'est 13 mois de rémunération fixe. Le résultat, le partage du résultat de l'entreprise, c'est entre 2 et 3 mois de salaire. Donc, on est sur vraiment très attractif. Un package global de 15 mois de salaire et plus. Pour ceux qui sont en CDI, nous sommes d'accord. Là, vous évoquez ceux qui sont en CDI, exactement, tout à fait, parce que c'est possible aussi, totalement. Oui. Vous cherchez donc là, pour qu'on soit bien précis, puisqu'on arrive au fait, combien de collaborateurs, là, ceux qui veulent aller sur l'onglet recrutement pour voir s'il y a du travail Alors, il reste en CDI une 50aine de postes à pourvoir. Partout en France ? Voilà, partout en France, exactement. Et plus principalement quand même sur Paris-Île-de-France. Et il reste encore quelques CDD à pourvoir aussi. Pour les toute fêtes. France, pour les fêtes, exactement. De manière à pouvoir répondre aux appétits des Français. Et à la préparation des fêtes. Voilà, qui aiment bien Picard, effectivement, qui est une très belle enseigne, où on y est bien, mais il fait un peu froid. Ouais. Non. Un petit peu. Pas tant. Enfin, il faut refermer tout de suite le congélateur. Exactement. Merci Stéphanie Moulignot-Autier, DRH Picard. Vous l'aurez compris, allez donc jeter un œil sur l'onglet recrutement. Il y a plein de moyens, j'imagine que vous utilisez tous les outils. Sur notre site, s'il vous plaît. Voilà, sur le site. Vous êtes les bienvenus. Voilà, c'est un appel au recrutement dans des conditions d'ailleurs qu'on vient d'entendre qui sont quand même très attractives, tant sur le plan salarial que sur le plan de la formation. C'est un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. C'est la fin de notre émission. Merci pour vous de l'avoir suivi, évidemment. Merci de votre fidélité. Merci à toute l'équipe. Merci à Elisa à la réalisation aujourd'hui. Merci à Amanda au son. Et merci à Margot Ruot et Fanny Griesmer qui m'accompagnent chaque jour. C'est un vrai plaisir. Je serai là demain. D'ici là, portez-vous bien. Puis restez fidèles, évidemment, à tous les programmes de Bismart. Bye bye. À demain.